Bon, bonsoir à toutes et tous. Merci de nous rejoindre dans cette belle médiathèque d'Orléans pour les Voix d'Orléans qui fait une magnifique carte blanche au Parlement des écrivaines francophones. Et ce soir, avec les 6 auteurs qui m'entourent, on va interroger la thématique de la violence faite aux femmes principalement, à travers leur œuvre, et aussi aborder la question de la place de l'écrivain et des combats des écrivaines, voilà, dans la littérature. Alors je vais présenter brièvement mes compagnes. Donc je commence, c'est à l'extrême droite, par Catherine Cusset, et ce n'est pas, pardon, je commence à la droite. Donc par Catherine Cusset, qui est romancière, qui a déjà une ascendance particulière, puisqu'elle est déjà au croisement de 2 communautés, puisque j'ai lu que vous avez un papa d'origine catholique et une maman d'origine juive. Vous avez écrit en français, mais aussi en anglais. Vous avez vécu longtemps aux États-Unis. Vous avez enseigné à Yale. Et on vous doit plusieurs romans. Il y a L'autre qu'on aimait, L'autre qu'on adorait, pardon, Un brillant avenir, Le problème avec Jane, et tout récemment, La définition du bonheur, avec lequel vous êtes venu. À côté de vous, il y a Cécile Oumani, qui est née en Belgique, mais qui n'a pas la nationalité belge, mais la franco-britannico-tunisienne. On lui doit des poèmes et des romans. Vous avez reçu le prix européen francophone Virgile pour l'ensemble de votre œuvre. Récemment, vous avez publié Tunisian Yankee, qu'on peut trouver à la bibliothèque, enfin à la petite librairie. Marcher loin sous les nuages, Mémoires inconnues. À côté encore, on a Marie-Jo Ali, que moi j'ai d'abord découvert par la chanson, mais qui écrit des romans, qui en a publié 2. Alors, pardon, je pédale dans mes notes. Il y a Le Convoi, qui est un premier roman, un deuxième dont le titre est Une semaine et un jour, et je pense qu'il y a des entretiens avec Aimé Césaire, voilà, qu'on peut découvrir également. À côté, il y a Gisèle Pinault, qui vient de Guadeloupe. Oui, ce que je n'ai pas dit, Marie-Jo, que toi, tu venais de Martinique. Voilà. Vous avez la caractéristique commune d'avoir l'une et l'autre étudié à Paris. Donc vous avez tout un passé comme infirmière là-bas au pays. Et puis on vous doit La grande drive des esprits, qui a eu le prix des lectrices du magazine Elle, mais il y a eu encore beaucoup d'autres choses. Vous avez beaucoup écrit, vous écrivez beaucoup sur les Caraïbes. Il y a par exemple Cher Piment, voilà, entre autres, parce qu'il y a beaucoup. À côté de moi, il y a Madeleine Monette, qui, elle, est canadienne, mais vit aux États-Unis, à New York. Beaucoup de poésie, mais pas que. Non. Surtout du roman. Et un grand engagement. J'ai vu qu'au Québec, vous animiez une manifestation chaque année autour de l'écriture des femmes. Et puis, vous faites partie de l'Académie aussi. Et au niveau des titres, on vous doit La femme furieuse, ce qui est tout un programme. Et aussi, votre roman Les routeurs a été réédité en France en 2015 sous le titre de Skatepark. Je pense qu'on peut le trouver. Les rouleurs, pardon. Et puis, il y a Michel, qui est de Madagascar, Rakotosan, écrivain, dramaturge, journaliste, qui vient d'une famille de gens qui aimaient les lettres, puisque je pense que votre papa était journaliste et votre maman bibliothécaire. On vous doit Elle au printemps, Envoy, fragment en écorce, qui a été publié chez un éditeur belge, Juillet au pays, et en 2012, vous avez reçu la grande médaille de la francophonie pour l'ensemble de votre œuvre, de l'Académie française. Voilà. Toutes, vous avez écrit sur les femmes, sur la violence faite aux femmes, et je me disais, et sur la violence en général. Et je me disais qu'on allait peut-être commencer avec un texte de Marie-Jo.
Bonsoir à tout le monde. Directement le texte. On dit ça? Non, si tu veux dire quelque chose avant. Non, peut-être pas avant, non. Hein? Voilà, je sors du tribunal. Je devrais être soulagée. J'ai perdu mon amour, ma vie, ma dignité, quelques dents. J'ai 2 côtes cassées, une bouche sanglante sur l'omoplate et des milliers d'échymoses dedans et dehors. Mais je devrais être soulagée. Malgré le confinement et même si c'était à vitesse d'escargot, la justice a fait son travail. Pendant 5 mois, tu seras enfermée et ta violence sera loin de mes enfants, de nos enfants, loin de moi. J'ai 5 mois pour respirer, recoller mes côtes et essayer de réduire la fracture que je suis devenue, la plaie ouverte que je dois habiter avec les 3 petits bouts d'homme que nous avons fait ensemble. La justice a parlé. Pour m'avoir bousculée et réduite en bouillie pendant des années, tu devras pendant 150 jours réfléchir derrière les barreaux. Je devrais être soulagée. Le premier confinement a sublimé notre relation. Tu ne revenais pas du boulot enragé, cherchant le diable dans les détails, un poulet trop cuit, une réponse trop crue. Non, là, tu mijotais tout au long du jour dans ce face-à-face avec moi, une colère qui montait, en même temps que la terreur, faisant de notre maison l'antichambre d'un enfer qui avait la violence de tes poings, le goût du sang dans ma bouche et mon pauvre corps tout mou, bien piètre rempart pour protéger les petits. Mais qu'es-tu devenu? Toi que j'avais élu protecteur de mes jours et de mes nuits, père de mes enfants, celui avec lequel j'avais noué le plus beau contrat du monde, celui de l'amour. Où est-il, ce mec? Et qui est celui qui m'écrase son poing sur la figure, qui m'écrase son bras sur la gorge, qui m'écrase sa semelle sur la poitrine, qui m'écrase de mots qui me jettent plus bas que la boue des caniveaux? Qui est ce mec dont la vue seule couvre ma peau de la sueur épaisse de la terreur? Qui est ce mec dont la voix affole mon ventre d'une incontrôlable panique? Est-ce le même? Je devrais être soulagée. La fois de trop, c'était ce 8e jour du premier confinement. J'ai d'abord vu ton sourire, le même qui m'avait charmé avec tes fossettes et tout. Et puis tous ces verres que tu as vidés et les hurlements que tu poussais parce que je ne sais même plus pourquoi. Et les 3 petits cachés dans le placard de notre unique chambre. Et ce couteau que j'ai vu surgir derrière la folie de ton regard. Et cette brûlure dans mon dos qui fuyait. Et les voisins et la police et ce sang partout, partout. Ce 8e jour a été le jour de trop. Pendant que les gendarmes t'emmenaient, je m'imaginais grande et forte. Plus grande, plus forte que toi, écrasant ma main sur ta face clouée au mur jusqu'à ce que le sang te sorte par les oreilles. J'imaginais 1000 humiliations que je ferais subir à ton corps, 1000 tortures dont je tourmenterais ton esprit. Et puis je me suis effondrée. J'ai pris mes enfants, je suis partie, vidée de ma vie, vidée de ma confiance, vidée de ma fierté de femme, de ma fierté de mère, absente de mes rêves, absente de moi-même. Mais jamais, jamais, tu ne sauras tout ce que tu as détruit, car cela pourrait te tuer, ou pire, me tuer. À la fin de ce 2e confinement, tu sortiras. 150 jours, c'est tellement court. Tu seras de nouveau dans la rue, dans ma rue. Ces enfants seront toujours les tiens. Et moi, qui serais-je? Qui serais-je? Qui serais-je? Une conque de lambi oubliée sur une plage qui attend le poète qui soufflera de la musique dans son corps? Non. Je veux être Minerve, la déesse de la guerre, ou Vénus, ou le Valhalla en majuscule qui guérit de toutes les misères du monde. Je veux être le Valhalla, je veux être le Valhalla en majuscule. Voilà, petite sœur que je ne connais pas, je te prête ma plume et j'espère qu'elle ne t'a pas trahi. Merci Marie-Jo. Qu'est-ce que l'écriture peut? Qu'est-ce que l'écriture peut? Écoute, je ne sais pas ce que l'écriture mais... Mais est-ce qu'elle meut aussi, hein, mais oui. peut d'abord. Elle peut
elle peut dire des choses qu'on n'a pas forcément vécues. En fait, un jour comme ça de confinement, parce que c'est bien de raconter les choses comme elles se passent vraiment. J'habite à un endroit où en face, il y a une barre d'immeubles. Et quatrième, cinquième jour de confinement, des cris de femmes. C'était 22h, 23h. Des cris de femmes qui m'ont touché directement au ventre, au plexus. Ça a duré 1 heure. Arrête, 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 femme. Bon, c'était ça. Et ces cris m'ont habité pendant des jours et des nuits, jusqu'à ce que je puisse me délivrer, non pas de ces cris, mais de tout ce qui était, toute la charge à travers ce texte qui est sorti comme ça, d'un coup. Et je pense que l'écriture, c'est ça en fait, c'est une espèce de magie qui te permet d'aller dans des univers que tu ne connais pas, mais que tu ressens au plus profond de toi à un moment M, qui est un moment M parce que M comme magie, parce que il faut saisir sa plume à ce moment-là et puis se laisser emporter par l'écriture, parce que c'est pas un exercice. Tu retrouves plus je vis la même chose en musique, puisque je suis musicienne. Quand on compose, il faut saisir l'instant. Il y a un truc qui se passe entre ce qu'on a au fond de soi, tout ce qu'on a envie de partager, tout ce qu'on a envie de donner, tout ce qu'on a pris aussi, tout ce qu'on nous a donné, et puis l'instant de partager avec l'environnement, avec le moment, avec l'histoire. On a dans les gènes des choses qui nous dépassent. En fait, je crois que l'écriture nous dépasse. Moi, en ce qui me concerne, ça me dépasse. Et à ceux qui disent qu'on ne peut parler que de ce qu'on a vécu, parce qu'il y a un rétrécissement de la... Voilà. Oui, non, mais c'est vrai que je sais que quand j'ai envoyé ce texte, quand il est sorti, il fallait qu'il soit lu, donc j'en ai envoyé à mes copines, au PEF, à certaines... Et le retour que j'ai eu, c'est « Mais mon Dieu, Marie-Jo, je ne savais pas que tu avais vécu des trucs pareils. » Et tout. Je dis « Mais non, je ne les ai pas vécus, en fait. Je ne les ai pas vécus, mais oui, je les ai vécus. » Parce que je pense que dans qu'on porte la mémoire, je dis toujours, j'ai 5000 ans, j'ai 10 000 ans, peut-être 15 000 ans, parce que je porte dans mes gènes peut-être quelque chose, la mémoire de toutes les souffrances de toutes les femmes. Il y a un moment où ça ressort. Il y a un moment où il y a un moment comme ça où on rencontre l'âme de la douleur de l'autre, l'âme de son... Puis c'est pas seulement pour les choses négatives, c'est aussi pour les choses positives, mais en l'occurrence, voilà, c'est ça. Moi, je suis plutôt romancière. Ce que j'ai fait avec Césaire, c'est vraiment un exercice qui m'a aidé à passer un certain cap à l'intérieur du confinement, dans des moments qui n'étaient pas simples. Mais donc, c'est vrai que l'imaginaire, c'est quelque chose de très précieux pour moi. C'est comme un cheval au galop. Il faut lui laisser sa folie. C'est un pur sang. Il faut partir. Et puis, on ne sait jamais où on va atterrir. On ne sait jamais comment on va... Mais je sais pas, c'est ça qui fait en fait la beauté de l'écriture, je pense, en fait. C'est de lâcher les chevaux. Merci. Alors, je propose qu'on écoute maintenant un texte de Gisèle Pineau, issu de son dernier roman, je pense. Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup au Parlement des écrivaines francophones pour cette invitation. « 30 août 1983. Basse-Terre, 3 ans. Tout le monde voudrait que je crache le nom du garçon qui m'a mise enceinte. Ma mère, le docteur, les bonnes sœurs, la psychologue, ils sont tous après moi. Je suis incapable de leur dire ce qui s'est passé ce jour-là. Je peux juste le ressasser. C'était au mois de mai, le 1er mai. J'avais pas cru au début. Rose m'invitait à rejoindre leur bande. Ils sont 7, je me souviens. Quand nous arrivons dans la maison, Rose me fait visiter la villa est fichée sur le flanc du morne Belleton. Rose me dit que les propriétaires de la maison sont les parents de Jean C. Ces vieux sont absents, en vacances à Saint-Martin.
Jancé me propose un verre. C'est pas fort, je te promets. Je vais pas te saouler. On trinque au jeu de hasard, à la fortune qui tombe du ciel pour certains chanceux. Après, on danse un peu sur du Jimmy Cliff. On ne lâche pas nos verres. Sur le coup, je pense qu'il m'aime bien, j'en sais. On parle de l'avenir qui n'est pas encore écrit, ce que l'on voudrait faire plus tard comme métier, les pages blanches de nos vies. Il rêve d'être avocat. Tu comprends, tout le monde a le droit d'être défendu. Tout le monde. Je le trouve plein de convictions, sincère, touchant. Je ne me sens pas menacée, j'ai confiance. Je me souviens des grosses fleurs jaunes d'or du canapé, les accoudoirs lustrés de vieilles crasses noires, un convertible bas de gamme rétamé ouvert dans une chambre d'amis au papier peint vieillot, jeté dessus le matelas une couverture de laine bleu pâle grainée de peluche et des draps usés, le coton mélangé au polyester râpeux. Je me souviens de l'odeur du cannabis qui emplissait déjà la chambre. Ça commençait à piquer la gorge et les yeux. On rit, on boit, on se repasse des joints. Fait chaud, lance le petit gros de la bande. Il s'appelle René. Les autres l'ont surnommé Dédé. C'est le comique du groupe, un brin pâteau. On rit d'un rien. Lémi, le frère de Rose, n'arrête pas de sautiller sur place. Grand échalas, la peau sur les os, à l'air aux aguets, fume sans discontinuer Lémi. Lémi, c'est lui qui fournit la musique, la drogue et l'alcool à gogo. Je ne sais pas comment je me retrouve d'un coup seule avec les 7. Jancé m'embrasse gentiment. Sapiens répète « Fait chaud !» comme un signal. Alors Jancé, puis les autres commencent à me déshabiller. Je me dis qu'il faut plus ou moins les en dissuader, mais j'en ai vraiment pas la force. Je suis complètement amorphe, saoulée, droguée, toute résistance abolie. Il y en a un qui me caresse. Toutes ses mains soudain sur moi, je ne sais plus quel maladroit enlève ma culotte. Michel, précipitamment, oui, je sais, c'est lui. Parce que nos regards se croisent sans le vouloir à l'instant où il fourre son nez dedans. Il inspire fort et tout de suite après, ses doigts impatients, il s'escrime à défaire la boucle de son ceinturon. Il y a Sam, que j'ai déjà remarqué dans la cour du lycée, un de terminale scientifique. Excellent élève, matheux, la fierté de sa mère. Beaucoup de profs le donnent en exemple. Sérieux, c'est le qualificatif qui revient toujours quand il parle de Sam. Et puis, prometteur. Rose m'avait dit qu'il n'y aurait que des garçons de bonne famille dans la bande. Elle n'a pas menti. On est juste là pour s'amuser un peu. Faut pas que je fasse ma farouche. Pas peur. Je veux pas décevoir Rose. Je me retrouve assise sur le canapé. Michel attrape mes seins. Il les assortit laborieusement de mon soutien-gorge et se met à les téter et les presser comme pour en tirer du lait. Autour, les autres veulent tous y goûter aussi. Après, je sens encore des mains sur moi, tellement de mains avides, pressantes, tâtonnantes, et des doigts dans mon vagin. C'est bon et douloureux à la fois. Il y en a un qui dit « Remue un peu, bon Dieu !» Il y a de plus en plus de fumée dans la chambre d'amis. Toutes les fenêtres fermées, les rideaux tirés. Ils me font boire et fumer encore et encore. Je suis nue, à genoux. Après, je suis couchée sur le dos, je ne sais plus. Je vois les 7 garçons se défaire de leurs vêtements l'un après l'autre. Je vois des ectoplasmes s'extirper des murs. Des silhouettes exagérément étirées, sombres, émergent d'entre les fleurs fanées du papier peint. Sorte d'ébauche d'êtres humains, horde d'esprits malfaisants qui se mêlent aux 7. Je cherche vaguement Rose des yeux. Elle n'est plus là. Merci. Merci. Vous écrivez « Je ne veux pas décevoir Rose, je ne dois pas faire ma farouche ».
Oui, la violence... Ah oui? On ne doit pas se passer le micro? Ah oui, pardon. Alors, j'ai écrit plus de 25 romans et dans tous ces romans, il y a des femmes, leurs paroles, leurs souffrances, leurs douleurs. Et dans tous ces romans, ces femmes vont essayer de se réparer, de se construire, de se soigner. Et je crois que l'écriture est arrivée dans ma vie. J'ai commencé réellement, j'ai écrit mon premier roman quand j'avais 10 ans, parce que je vivais dans une banlieue parisienne dans les années 60, j'ai 65 ans. Dans les années 60, nous étions la seule famille de Noirs. Et à l'extérieur, c'était très hostile. Et à l'intérieur, c'était très dangereux, en particulier pour les filles, ma sœur et moi. C'était très dangereux parce qu'on était des filles. Il fallait vraiment faire très, très attention. Et j'ai vu toute cette violence et tout ce pouvoir des hommes, même des hommes de ma famille, sur les femmes. Ma grand-mère était une femme battue que mon père avait ramenée dans cet appartement de la banlieue parisienne où nous vivions. Il a fallu trouver un moyen de sortir la tête de l'eau et de ne pas sombrer. Pour moi, petite fille de 10 ans, l'écriture m'a sauvée. Alors, je parle toujours des femmes. On me l'a reproché, notamment des lecteurs hommes. Mais pourquoi vous parlez toujours des femmes? Mais parce que c'est un sujet inépuisable et parce qu'il y a tant à dire. Et en tant que femme, je suis face à l'écran de mon ordinateur comme face à un miroir. Je ne peux pas faire semblant, mentir ou parler à peu près ou me censurer. Vous voyez, ce texte que je viens de vous lire, c'est vrai, je sais qu'il peut être dur et j'ai même sauté des passages, mais c'est mon seul lieu de liberté et d'authenticité. C'est l'écriture, c'est le texte, c'est raconter ces femmes et ne jamais cesser de parler de ces femmes qui se construisent, qui vont finir par s'en sortir, qui vont lutter. Ça va être dur, ça va être laborieux, ça va être vraiment au prix de tellement de larmes, mais elles vont se redresser, elles vont se tenir debout, elles vont... Alors, j'écris moi-même, je crois que j'ai toujours écrit, pour moi-même me redresser et me consoler de cette violence qui était là, toujours rampante et toujours derrière la porte. Et c'est beaucoup de violence. Alors voilà, c'est mon sujet, c'est mon sillon que je vais tout le temps retrouver. Je vais toujours aller dans ce même sillon et creuser, parce que il y a aujourd'hui encore, partout dans le monde, dans tous les milieux d'ailleurs, hein, il y a ces femmes qui sont menacées, qui sont violentées, qui sont abusées, qui sont réduites, qui sont restreintes dans leur liberté. Et je ne peux pas... Vous voyez, l'écriture, je ne suis pas une grande militante, je ne suis pas... Voilà, mais c'est dans mes textes que je dis tout. C'est avec mes textes, avec mon écriture que je milite et que je déclare que je suis une féministe et que je veux libérer ces femmes et que je suis du côté de ces femmes. Pendant 37 ans, j'ai exercé la profession d'infirmière en psychiatrie. Et j'ai été aussi avec des femmes qui, voilà, problèmes de santé mentale, des femmes qui avaient subi beaucoup de violences aussi, hein, au sein de leur famille ou dans leur enfance et qui étaient blessées, meurtries. Voilà, j'ai accompagné ces femmes et je crois que j'ai développé de l'empathie, voilà, avec ce métier. Hein. Mais mes personnages de papier aussi, je les aime comme j'ai accompagné mes patients. Je suis à l'écoute de mes personnages. Tu disais que l'écriture, c'est... on lâche les chevaux. C'est, voilà, moi je suis à l'écoute de mes personnages. Ils sont là, ils me disent, voilà, ils m'emmènent. Et je fais confiance. J'écris, je ne fais pas de plan. J'écoute mes personnages. Parfois, il y en a certains qui vont se dégonfler comme des ballons de baudruche, hein, parce que, bon, qu'est-ce que tu veux, toi? Bon,
souvent ce sont des personnages masculins, désolé, mais ces femmes-là, les femmes qui sont au centre, eh bien, voilà, elles m'emmènent, elles me tirent, elles me font avancer. Mais vous leur offrez un horizon. Oui. Merci, parce que vous avez lu, le texte était très dur, mais vous nous l'avez lu avec une grande douceur. Alors, je vais proposer un changement, parce que je pensais à un moment qu'on pouvait alterner, mais je crois que j'ai proposé à Cécile de... On fera peut-être une pause entre chaque texte, parce que Cécile Oumanier a choisi trois fragments. Non, un fragment, et puis peut-être qu'on en parlera brièvement, et puis voilà. Ça va ? Bonsoir à tous. Je vais d'abord lire, pour le premier passage, un extrait de Une odeur de henné. C'est à son mari qu'on juge les qualités d'une épouse. La phrase lancinante revient à intervalles réguliers dans la bouche des aînés. Un précepte fondamental à leurs yeux. Kenza le ressasse au petit jour. Elle prête à cette évocation de l'épouse idéale les traits de Saïda. Rite des vêtements le matin, puis le soir. Saïda lave, étend, repasse, reprise, range. Saïda ouvre l'armoire vernie, la referme, sans voir dans la glace sa mine lasse, recrue de l'ennui du service de l'ombre. De l'armoire, elle sort le slip, les chaussettes, la chemise, le pantalon, la veste. Elle les dispose sur le lit. Elle les place de manière à ne pas froisser le linge soigneusement repassé. L'homme est là, au-delà du pli méticuleux, encore tenu à distance par l'odeur du savon qui uniformise les attributs de chacun. Ensuite, il y aura les enfants à préparer et il faudra les presser pour arriver à l'heure à l'école. En attendant l'aube, Kenza met en scène ce qu'elle a deviné de Saïda sans se lasser, jusqu'à ressentir la nausée au fond de la gorge, juste à la naissance du cou. Elle ne nomme pas l'homme qu'ils voudraient tous qu'elle accepte. Seule son image apparaît, impérieuse, imposante, dressée sur un fond de crépuscule. Il est habillé pour sortir et il ne réussit pas à masquer sa froideur derrière les lunettes de soleil. Elle suinte par tous ses pores, se projette en longues ombres de chacun de ses membres. C'est ainsi qu'elle le voit, et pas autrement. Des années, elle devra préparer ses vêtements sur le lit, le matin et le soir, lorsqu'il sortira avec ses amis. Le jour se fait attendre, et Kenza fouille sa mémoire, à l'affût des doigts de la mère, qui repasse les chemises blanches, raccommode les petits boutons nacrés, assure d'une main ferme et sûre le pli du pantalon. Elle revoit le cuir de ses chaussures noires, il luit sur le ciment de la cour, et des reflets blancs tremblotent à l'avant de chaque pied lorsqu'il fait un pas. Ainsi, il voudrait qu'elle reprenne le flambeau, qu'elle succède à cette femme dont elle connaît les formes amples et la taille tassée par des années de bons et loyaux services. Oui, je me dis peut-être que Cécile, tu peux rester là, mais c'est ce que ça va pour toi de répondre aux questions là ? Ça va ? Voilà. Est-ce que l'écriture permet de briser les cycles ? Est-ce que c'est pour ça qu'on écrit ? Je me reconnais un petit peu dans ce que disait Marie-Josée, qu'on écrit à certains moments parce que ça s'impose à vous. Il y a des choses, des confidences, ou même pas des confidences, des silences, des regards qu'on a observés autour de soi et qui ne vous lâchent plus. Et petit à petit, il y a quelque chose qui se construit, il y a un personnage qui s'impose à vous. C'est un petit peu comme ça. Et effectivement, briser les cycles, parce que souvent, ce sont les femmes qui transmettent aussi. On n'arrive pas à se défaire de ce qu'on a soi-même intégré. On écoute peut-être un deuxième texte. Alors, c'est un extrait de Les tigres ne mangent pas les étoiles. C'est un roman qui va paraître dans quelques mois.
Nos cœurs battaient tous à l'unisson. La révolte nous cinglait les veines. Pour la première fois, j'exprimais un point de vue en dehors du cercle de ma famille. Des feuilles de verre nous avaient isolés des lieux où l'on décidait de nos vies, de notre avenir. Et nous n'avions pas eu besoin de les briser, juste ouvrir les 2 vantaux d'une fenêtre et nous élancer 1 mètre plus bas. L'air d'avril m'a fouetté les joues et donné le vertige. J'étais gagnée par l'audace qui s'emparait d'un groupe d'adolescentes. Rien ne nous arrêterait, surtout pas les soldats en position dans la rue pour nous barrer le passage. Aucune retenue n'était plus de mise face à ces hommes campés là avec leurs armes. Il y avait bien trop de gens pour affirmer que les femmes naissaient avec la moitié du cerveau de l'un d'entre eux, et on allait leur faire voir. Il y a eu une sommation. Pas une d'entre nous n'a bougé d'un pouce. Pour un peu, nous leur aurions ri au nez. Nous étions soulevés par cette force qui couve au creux de chaque être humain sur cette terre, celle qui vous porte jusqu'au bout de n'importe quel projet. Elle résiste à tout. Nous servir de la fenêtre au lieu de la porte avait suffi à redessiner nos horizons. Nous aurions tôt fait d'y inscrire notre place. Le soleil brillait d'une lumière crue. Il y a eu une détonation. Nassima, une camarade de classe qui était toujours au premier rang, s'est affalée contre moi. Je l'ai relevée. J'ai secoué son corps mou comme une poupée de chiffon. J'ai écarté les cheveux qui retombaient sur son front. « Tu es seulement blessée, on va te soigner, on va changer le monde aujourd'hui. » Une averse de pluie rouge avait trempé nos sarraux et nos écharpes. Je ne l'avais pas vu s'abattre sur nous. L'odeur du sang engluait mes narines, il ruisselait sur mes poignets, mais je refusais de comprendre que c'était la vie de Nassima qui partait et s'écoulait sur mes vêtements. Tu ne peux pas nous laisser comme ça. Je n'y croyais pas. Pas une de nous ne manquerait à l'arrivée. C'était impossible. Je n'avais jamais vu quelqu'un mourir, encore moins sous les balles de l'armée. Partout dans Kaboul, les lycéens manifestaient dans les rues. Partout, on tirait. Alors, bravo. Est-ce que, Cécile, tu peux nous parler un peu de ce roman qui va paraître ? Alors, c'est un roman qui est né, qui a été inspiré par une rencontre, encore ces petits fragments de choses, quand on n'a pas le temps de rencontrer des gens, mais qu'on les croise et qu'on a juste peut-être le temps d'entrevoir, de pressentir, d'écouter une phrase. Une femme afghane que j'ai rencontrée au Moyen-Orient par hasard. Elle allait à Kaboul. Et le roman, je suis en train d'en ajuster un peu la focale parce que bon, les talibans sont revenus au mois d'octobre et je veux me donner le temps de changer un petit peu. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Madeleine. Ce sont aussi trois poèmes, 3 fragments de poèmes. Ce ne sont pas des poèmes, en fait. Je suis désolée. Non, mais je peux. Si je pourrais commencer par ça. Ah, voilà. Comme en fait, ce que tu as envie de lire et ce que tu as envie de dire. Peut-être que je commencerai par un extrait d'Amandes et Melons. Et puis ensuite, peut-être passer au poème, si vous voulez. Avec plaisir. Alors, dans La femme furieuse, mon 4e roman, j'écris que le personnage de Juliette s'obligeait à imaginer le détail des supplices pour cette femme et pour toutes les autres. Elle gardait sa conscience à vif, se demandait comment on pourrait rééduquer les garçons, apaiser les angoisses sexuelles qui poussaient à de telles cruautés, réinterpréter les perversions. Dans Amandes et Melons, un 3e roman, une scène continue de hanter Marion, son ex-mari Charles et leur fille Marie-Paul, qui n'est pas rentrée de Turquie et qui est portée disparue. Cela remonte à son enfance.
Le point de vue est celui de la mère. Sa petite Marie-Paul est terrifiée. Elle crie et pleure, tandis qu'un des hommes la tient par les épaules et la force à regarder. De temps à autre, tenant son buste sous son avant-bras, comme sous une barre, il enfonce les doigts dans ses joues et rajuste sa tête. Les doigts sales dans les joues roses, moelleuses. Marie-Paul a 7 ans. Autour de Marion, les 5 autres s'échauffent. Ils l'ont obligée à grimper sur une table et l'un d'eux s'est juché vis-à-vis d'elle sur un bureau de métal. C'est cela, oui, sur un bureau de métal qui fait un socle instable. Sous le plafond bas, il a du mal à garder l'équilibre parce qu'il a bu, parce qu'il s'emploie à danser lascivement sans pouvoir déplier la nuque ni les genoux. Le plus gueulard est appuyé contre la table et dandine les épaules en avant. Il relève malgré tout le visage vers Marion avec un mélange de désir et de dégoût. Entre 2 gorgées d'alcool, il lui ordonne de danser avec celui-là sur le bureau. Elle est son miroir, jappe-t-il. Elle doit imiter chacun de ses gestes. Dans un bruit de tôle secouée, l'homme qui a du mal à contrôler les balancements de son propre poids fait lentement glisser ses doigts de ses cuisses à ses épaules, joint les poignets derrière son cou, de même qu'il soulèverait une chevelure abondante, décrit un ample demi-cercle au bout duquel il présente ses paumes en offrande. Marion, à son corps défendant, amorce des gestes qu'elle ne peut compléter et passe trop tard au suivant qu'elle ne peut rattraper. Une jambe allongée de côté, elle effleure d'une main et sans conviction l'intérieur de sa cuisse, comme lui. Elle se prête à cette grotesque parodie de striptease en tremblant de peur, de répugnance, de colère aussi et de détresse pour son enfant qu'elle a honte de regarder, mais qu'elle ne veut surtout pas perdre de vue. À 4 pattes, le visage tendu vers Marion dans une attitude de supplication, l'homme secoue mollement le torse d'un côté et de l'autre, ainsi que le font les effeuilleuses pour faire bâler leurs seins. Puis, à genoux, la chemise ouverte, il se caresse une épaule et la dégage d'une première manche, se caresse l'autre épaule et fait tomber sa chemise sur ses reins avant d'agripper à pleine main ses absences de sein. Les hommes hurlent et sifflent et rient. Au milieu de la pièce, Marion s'est immobilisée. Ils se mettent à la menacer en lui faisant craindre pour la petite d'abord. Ils agitent violemment la table, font perdre pied à Marion pour vaincre sa résistance, et la petite crie en écarquillant les yeux de frayeur. C'était au temps où Marion faisait de l'animation théâtrale l'été dans les campagnes des alentours. En fin d'après-midi ce jour-là, les chauffeurs d'autobus avaient déclenché une grève surprise. À la sortie d'un village, Marion avait attendu, s'étonnant d'abord du retard de l'autobus, puis s'impatientant. Plusieurs voitures avaient ralenti, mais Marion avait fait signe au conducteur de passer leur chemin. Au bout d'1 heure, une vieille Plymouth s'était quand même arrêtée. Ses occupants devaient revenir de la pêche car des gaules dépassaient des fenêtres. Ils avaient entendu à la radio la nouvelle d'un débrayage et l'autobus ne viendrait pas. Si elle voulait, il les mènerait à la gare la plus proche. Elles étaient montées. Ni Marion, ni la petite n'avaient vu la gare. Merci. Bon, alors, je trouve que la tension et de la loyauté de la mère et de la fille, en tout cas, moi, me retourne la manière dont tu la racontes. En fait, tout est effleuré, mais la scène est très claire.
j'ai aussi coupé quelques passages. C'est vraiment très dur. Et je dois vous dire qu'au moment où je cherchais des extraits à lire pour cette rencontre d'aujourd'hui, je me disais, mais je ne peux pas lire ça en public. Mais moi, Parce que c'est parce que je vois que spontanément, vous avez toutes coupé des parties. Ah, absolument. Et est-ce que ce type de texte-là, c'est un texte qui ne peut être lu qu'individuellement au rythme où l'éditeur, le lecteur le choisit? Moi, je pense qu'en fait, je me suis posé la question aussi à propos de cette violence récurrente. Mes romans, mon écriture n'est pas violente. Il y a des scènes violentes qui sont comme des sous-intrigues de passage. Et ce sont des scènes, enfin, je me suis posé la question en relisant dernièrement encore ces extraits, en voyant qu'est-ce que je lirais. Et ça m'a fait penser à un recueil de poésie que j'ai écrit qui s'intitule Ciel à outrance, qui est inspiré des événements du 11 septembre. C'est très dur, c'est très violent. Ça m'a permis, moi, de me dépasser, si vous voulez, mais ça m'a permis aussi de me rendre compte que ce face-à-face avec la violence dans la littérature et en art, et peut-être peut apporter un réconfort, que c'est une façon de faire place à la lucidité, que en littérature et en art, il n'y a pas de place pour la pudeur, et que, comme on disait tout à l'heure, on n'a pas de limite à s'imposer en littérature. C'est sûr que j'ai écrit ces textes-là dans la chambre d'écho personnelle où on peut vraiment aller au bout de soi, aller au bout de son imagination et puis parler des choses qui nous importent et en parler sans rien édulcorer. Par contre, on écrit aussi en tenant compte du pacte de la lecture où la lectrice, le lecteur vont nous lire dans leur solitude aussi et non pas en se sentant agressé, mais en se sentant interpellé et en se sentant peut-être, ce que j'espère, mobilisé émotionnellement et intellectuellement. Enfin, j'ai hésité à lire cet extrait et comme je vous dis, je l'ai coupé. Ce qui est extrêmement difficile, je pense, c'est la présence de l'enfant. C'est intolérable. C'est intolérable. Mais on est là pour parler de la violence qui est faite aux femmes et je crois qu'il faut la regarder en face. C'est vrai que quand on lit le texte en public, comme ça, il y a comme un effet boomerang. C'est-à-dire qu'on se reprend nos propres mots dans la gueule, en fait. C'est pas du tout la même chose de lire en sachant que chacun va découvrir ce qu'on a lu dans l'intimité, dans sa propre intimité, on s'adresse à une intimité, que de lire comme ça en public. Je pense que j'aurais dû... c'est très particulier parce que j'ai ressenti était très, très étrange. Je ne suis pas une femme de théâtre, enfin je sais pas si... Au théâtre on dit des choses pires que ça, au cinéma on fait des choses pires que ça, mais c'est un métier. Et le métier d'écrire, c'est un métier qui se fait dans l'intimité de soi avec soi, et puis de soi avec les autres. On touche chaque personne l'une après l'autre. Mais jamais on s'adresse comme ça à un ensemble. Et le texte, je veux dire, il faut qu'on arrive, et c'est le ton de la voix souvent qui évite ça devienne obscène, que ça devienne trop, que ça devienne... C'est-à-dire qu'on est obligé... Je le découvre en vous le disant, qu'on est obligé de mettre sa propre émotion dans la lecture du texte. On ne peut pas le lire comme on lirait une page, voilà, comme on lirait, je sais pas moi, la page de l'annuaire des trains, enfin, je dis n'importe quoi. Ça convoque des émotions qu'on a sûrement eues en écrivant et qu'on oublie en fait, ou qu'on met comme ça de côté, qui font partie de notre bagage personnel.
et on reconvoque ces émotions-là pour les partager. Je n'arrive pas à savoir si c'est un moment agréable ou désagréable. Je vous dis ce que je pense vraiment. J'arrive pas à savoir si c'est un moment... je sais pas comment vous l'avez ressenti. Ce serait important de savoir comment on le ressent en fait. Je vais être un peu la maîtresse du temps. Je crois qu'on essaiera, si on y arrive, d'avoir un échange à ce sujet-là en fin de rencontre. Je pense qu'on va entendre ton deuxième texte, Madeleine. Ok. Alors, la violence faite aux femmes, celle des stéréotypes sexistes, des préjugés et jugements contre les femmes qui perdurent, qui vont jusqu'à prendre la forme de sentences, d'enfermement. Les artistes, les écrivaines s'en prennent aux certitudes fabriquées de toutes pièces. Elles démontent les échafaudages de nos vérités, sinon de nos identités mêmes. Et j'ai abordé ce sujet dans un poème intitulé « Elle, l'artiste », dans le même temps, qui vient de paraître dans la revue Exit à Montréal. Dans le même temps, pas d'avant à glorifier dans le noir de faux écrins où l'on retient son souffle, mauvais plis et tête pleine, avec une docilité floue. Pas de passé décisif qui nous prédit en aveugle, toutes d'elles à moi, des mains aux lèvres. Que des sauts courageux dans le flot continu des choses. Rien que l'inimaginable et l'inimaginé. Pour l'artiste, le réel surgit dans le geste, s'écrit sur le fil de la voix. L'ébauche tient de l'élan. L'histoire s'ensuit. Vision douce ou musclée aux yeux de qui? Rageuse ou pénétrante dans quel coin de terre? Là où des femmes grises évoluent en sourdine, là où des filles de lumière parlent, jouent, ironisent, se débattent et négocient, s'essaient à la rébellion, dansent et se découvrent, plus grandes en puissance, mais lésées, violées, adulées, sans que reculent trop les murs, ou juste en apparence. Et encore, depuis les épouses cachées sous les pierres, jusqu'aux assauts de la porno-vengeance, tout est relatif à l'évidence. Perplexe, l'artiste expose les découpages violents, les mises en boîte mortelles, lui ceci, elle cela, ou l'inverse. Recherche d'une forme turbulente et mise en échec du spectacle. Chaque version est un appel à tous, toutes, dans une impatience mobilisée. Si le déploiement est douloureux, la bienveillance survit aux voix de l'imagination. La laideur en soi n'est pas tout. Sous l'impulsion d'écrire, se refuser à la clarté, choisir les dérapages et les migrations de tête, viser au bout de nos peines l'inexplicable qui nous indigne, la complexité indomptable. Les digressions de l'essentiel déterrent les crises, les usurpations d'identité, muscles froissés et claqués. Le monde se recompose dans l'intelligence du corps, paysage de nerfs et de tendons, endurance de muscles volontaires et de chair habitable, au-delà de la colère. Merci. Merci. Alors, je propose qu'on écoute le dernier roman, un extrait du dernier roman de Catherine Cusset. Merci beaucoup, c'était très bien. Je crois que j'ai besoin de dire juste une chose, c'est que donc, comme ce roman raconte
les deux vies, deux destins de Clarisse et Ève, depuis l'adolescence jusqu'à l'approche de la soixantaine. Là, je vais vous lire un passage à la fin, en fait, quand elles ont je ne sais pas exactement quel âge, mais plus de 55 ans. Voilà. De passage à Paris, sans Paul rentrer directement à New York, j'ai fait la connaissance de Boris. Ce n'était pas une présentation officielle. J'étais censée voir Clarisse l'après-midi pendant qu'il travaillait au marché aux puces. Une amie a déplacé un rendez-vous à la dernière minute et je me suis trouvée libre plus tôt. J'ai appelé Clarisse, qui n'a pas répondu. Je n'étais pas loin de chez elle, je connaissais le code. Je suis entrée. Son vélo dans la courette indiquait sa présence. Je n'ai pas eu besoin de sonner à l'interphone de la deuxième porte car quelqu'un est sorti. J'ai monté les 7 étages. En haut, j'ai entendu des éclats de voix, une voix d'homme. J'ai hésité à repartir, mais j'ai sonné. « C'est qui ?»« C'est moi, Ève. » Clarisse a ouvert. Elle ne semblait guère contente de me voir. « Tu es en avance. » Boris allait partir. Debout à l'autre bout de la pièce, il a attrapé une veste en jean sur un fauteuil. Je lui ai dit bonjour et il n'a pas répondu. « Je vois toi ce soir, » il a dit à Clarisse avec un accent russe. Il est sorti sans me regarder, tandis que je suivais des yeux l'homme dont j'avais tant entendu parler. Il était très grand, presque 2 mètres, baraqué, mince, les épaules larges. Il portait un jean qui moulait ses larges cuisses comme 2 piliers. Comparé à la largeur de ses jambes, sa tête était petite. Il avait des cheveux châtains courts et raides, son front était bas. Il n'était pas laid, mais j'ai compris ce qu'elle avait voulu dire quand elle m'avait confié que son visage n'était pas terrible. Il n'avait pas la grâce des hommes dont elle m'avait montré les photos. Il affichait une moue grincheuse. Le fait qu'il ne réponde pas à mon bonjour ne jouait pas en sa faveur. J'ai cessé d'envier Clarisse. Je n'aurais jamais pu désirer cet homme. Elle a fermé la porte. « Tu aurais pu m'envoyer un texto avant de débarquer comme ça. »« Excuse-moi, j'ai essayé de t'appeler, je t'ai laissé un message, je croyais qu'il était parti au puce, Il était en retard. Je sais exactement ce que tu penses, Ève. Je te l'avais dit. Ce n'est pas quelqu'un d'agréable. Il n'a pas de manières. Je ne tenais pas à ce que tu le constates. » Il faisait chaud et Clarisse avait remonté les manches de son chemisier. « Tu t'es encore fait mal ? Pas à vélo, j'espère. » J'ai pointé du doigt un hématome sur son avant-bras. Je n'arrête pas de me cogner contre les meubles. À l'intérieur du bras, je n'essayais pas de l'énerver, juste de détourner la conversation de Boris. Mais l'inconscient vous joue des tours et vous ramène parfois à l'endroit précis que vous souhaitez éviter. Ève, la rationnelle. On ne peut pas te mentir. Parfois, Boris est un peu brutal quand on fait l'amour. J'ai ouvert de grands yeux. Il te frappe ? Tout de suite les grands mots. On se bat un peu, je m'amuse à le provoquer. Mais Clarisse, ça ne va pas, ce n'est pas bien. Non, ce n'est pas bien, a-t-elle répété d'un ton moqueur. Parfois, on fait des choses qui ne sont pas bien, mais qui peuvent être excitantes, ma chère Ève. C'est un jeu entre nous, un jeu érotique, si tu comprends ces mots. Elle était d'humeur dangereuse, prête à m'insulter, à utiliser mes confidences contre moi. J'ai laissé tomber. Je lui ai posé des questions sur ses fils, sur sa petite fille qu'elle n'avait pas vue depuis 10 mois et qui lui manquait tant. Martin lui avait envoyé de nouvelles vidéos qu'elle m'a montrées pendant qu'on buvait son délicieux chai. Malika dansait, babillait devant la caméra, étendait les menottes pour essayer de l'attraper. J'ai ri, j'ai dit qu'elle était adorable. Clarisse s'est radoucie et m'a demandé des nouvelles de Paul, de mes filles, de Yann et des enfants. Ce n'était pas comme d'habitude. Notre conversation tournait autour du pot. Dans l'avion presque vide le lendemain, je me suis assoupie après le déjeuner et me suis réveillée en sursaut, certaine qu'il n'y avait eu ni chute de vélo, ni attaque dans la rue. Clarisse avait introduit un serpent dans son nid. Elle avait besoin d'aide et personne ne le savait, sauf moi, qui ne l'avais pas deviné à temps et qui étais en train de voler par-dessus l'Atlantique. À mon arrivée chez nous, j'ai fait part à Paul de mon intuition. Il a hoché la tête. C'est bien possible. Il ne voyait pas ce que je pouvais faire, surtout à distance, sinon chercher pour Clarisse l'adresse d'un centre pour femmes battues, auquel demander de l'aide. Il doutait qu'elle le fasse. Il m'a conseillé de ne pas m'en mêler. On ne peut jamais se mettre à la place de l'autre, surtout en amour. J'avais déjà perdu plusieurs amis avec les meilleures intentions du monde. Si je voulais garder l'affection de Clarisse, je devais rester hors de sa vie amoureuse. Je savais qu'il lui voulait du bien, mais je n'étais pas d'accord. J'étais sûre que Clarisse souhaitait rompre avec Boris sans savoir comment faire. Elle m'avait dit qu'elle avait peur de le blesser. Vraisemblablement, elle avait peur de lui. Je me suis procuré des récits de femmes battues. Elles disaient toutes la même chose, qu'elles avaient menti à leurs proches pour protéger leur homme et n'avaient pas cessé de croire en son amour. Le monde qu'elles décrivaient était à des années-lumière du mien. Ce n'était pas une question de milieu social. Certaines avaient des diplômes, d'autres non.
Ce qui les liait, c'était leur sentiment de culpabilité. Leurs agresseurs étaient souvent d'anciens enfants battus, humiliés, abusés, qui ne connaissaient que la violence comme mode d'expression. Ce n'était pas une excuse. Une seule chose était sûre, la violence contre les plus faibles, femmes, enfants, animaux, ne pouvait pas être tolérée. J'appelais Clarisse presque tous les jours. J'espérais superstitieusement empêcher que quelque chose arrive en pensant à elle. Plus je me rappelais le visage sombre et l'expression sournoise de Boris, plus je sentais qu'il était dangereux. Je ne pouvais pas lui dire au téléphone ce que j'avais deviné et nos conversations étaient pleines de non-dits. Nous avons pris rendez-vous sur Skype. Je voulais la voir. J'ai préparé cette conversation en prenant des notes, comme du temps où je cherchais à convaincre ma fille cadette, adolescente et rebelle. Si j'insistais trop et que Clarisse se fermait, je perdrais sa confiance et toute chance de l'aider. Elle est apparue souriante sur mon écran, pas de bleu visible. Quand je lui ai dit ce que j'avais compris, elle n'a pas nié. Elle ne s'est pas fâchée. Elle a eu l'air soulagée que quelqu'un sache, que je sache. Non, il n'y avait eu ni chute de vélo, ni agression dans la rue. Elle m'a assuré que c'était les 2 seules fois où Boris l'avait frappée. Il faisait l'amour de façon intense, à la fois tendre et brutale. Il la serrait fort, et les bleus sur son corps venaient de là. Elle n'avait pas menti sur ce point. Mais 2 fois, c'est déjà trop, Clarisse. Même une. Tu ne peux pas rester avec un homme qui te frappe, ou bien ça veut dire que tu ne te respectes pas. Son rire a résonné, plus amer que joyeux. Je ne me respecte pas. Quel scoop, Ève. Tu sais, je préfère mourir tuée par un homme dans la passion que seule dans un EHPAD dans 30 ans. C'était la Clarisse rebelle et fière qui me répondait, mais elle ne voulait pas mourir maintenant, j'en étais sûre. Elle m'a dit que Boris et elle avaient eu une discussion à son retour de Bretagne en août. Il avait pleuré, il avait supplié de lui pardonner. Une vraie scène de roman russe. Il avait reconnu qu'il l'enviait pour ce qu'elle avait, son appartement, ses enfants, ses amis, sa liberté, ses voyages à New York où il n'avait jamais mis les pieds, jusqu'à la tombe de sa mère, au cimetière de Bagneux. Il ne possédait rien, pas même une chambre à lui, vivait en exil et ne pouvait pas se recueillir sur la tombe de sa babouchka. C'est un pauvre gosse, Ève. Il a été abandonné par sa mère quand il était bébé et élevé par sa grand-mère qui est morte quand il avait 10 ans. Ensuite, il a été envoyé à l'orphelinat, battu, violé. Il est terrifié que je l'abandonne. Il est encore plus cabossé que moi. Je le plains. Et il est bon pour moi aussi, tu le sais. Alors ce n'est pas si simple. Selon Clarisse, les choses étaient pour l'instant sous contrôle. Boris avait convenu que leur relation était trop passionnelle. En septembre, il avait repris la chambre à Pantin qu'il partageait avec un autre Russe et la gardait grâce à son salaire de livreur. Ils avaient trouvé un équilibre, se voyaient environ 3 ou 4 nuits par semaine. Il ne parlait plus de l'épouser. J'ai insisté. Il n'y avait pas de bon moment pour rompre. Il fallait le faire le plus tôt possible. Il y aurait une autre scène et elle ne pourrait pas le contrôler. Il n'était pas en son pouvoir de le changer. Elle a soupiré. Il y a quelque chose de rassurant dans la possession. Elle avait raison, ce n'était pas si simple. Si seulement j'avais pu la faire venir à New York, la garder chez nous le temps que Boris l'oublie et qu'elle l'oublie elle aussi. La 2e vague de la pandémie contraria mon plan. Clarisse m'a juré qu'elle allait rompre, mais qu'elle avait besoin de temps. Est-ce que je continue encore ? Non, c'est trop long, ça suffit. On a bien envie que ça voilà. continue, mais je crois qu'on est pris D'accord. par le temps. Mais par contre, moi, je peux poser une question ? Oui, bien sûr. Est-ce que le luxe ou le pouvoir de l'écrivain, c'est de pouvoir démonter des pensées toutes faites du type « on ne peut pas se mêler de la vie des autres » ? En termes si on parle d'écriture, en fait, je crois que j'étais vraiment d'accord avec ce que Gisèle a dit tout à l'heure. Et j'admire vraiment beaucoup et ce qu'elle a dit. Enfin, je crois que le mot pour moi essentiel, c'est ce mot d'empathie. Mais je n'ai sans doute pas ton expérience du fait que tu as été infirmière psychiatrique pendant 37 ans. C'est certain que tu as côtoyé la misère et la souffrance humaine de très très près. Alors moi, je suis dans des milieux beaucoup plus protégés, sans doute. Et c'est vrai que ce roman raconte pas seulement l'histoire d'une femme. Quelque part, ce qu'il a inspiré, une des sources d'inspiration, il y en a un peu 2 à l'origine du personnage de Clarisse. Il y a ce roman que j'aime énormément, qui est La femme rompue de Simone de Beauvoir, qui est un très beau roman sur la rupture, l'abandon et le moment où l'identité se défait dans la rupture, l'identité d'une femme. Donc c'est une source. Et la deuxième source... c'est un incident, enfin, vous savez, comme on entend toujours des faits divers, qu'est-ce que c'est qu'un fait divers ? Il
Il y en a partout dans les journaux des faits divers. Mais là, ce fait divers m'a concerné d'un tout petit peu plus près, vraiment un tout petit peu, parce qu'il est arrivé à la mère d'une camarade de classe de ma fille à New York. Et que j'avais, donc, c'était pas une amie, mais je l'avais croisée à l'école, au lycée, 2 ou 3 fois. Donc je voyais qu'il était cette femme, je sais pas, qui me ressemblait quelque part, tout à fait. Du même milieu comme ça social, et j'apprends comme ça par une lettre de l'école, puis après j'ai cherché tous les articles dans le New York Times et dans les autres journaux, qu'elle avait été assassinée devant l'école alors qu'elle garait son vélo, elle travaillait à l'école en partie, par un ancien amant contre qui elle avait obtenu une ordonnance de protection et dont j'ai vu qu'elle avait eu bien du mal à se libérer de lui, et il n'avait pas lâché l'affaire, et c'est vrai que cet incident m'a beaucoup frappée, et j'ai pensé et bon, je l'ai utilisé dans mon roman parce que Clarisse était un personnage que je sentais pouvoir aller vers cette fin tragique. Qu'est-ce que ça veut dire de se retrouver en proie, dans une relation avec un homme pareil? Pour quelle raison? Il faut bien qu'il y ait aussi chez la femme quelque chose. J'essaie de comprendre ça. Là, elle dit qu'elle est cabossée, quelque chose de vulnérable, de fragile. Enfin, il y a vraiment une sorte d'accord. Donc voilà, mais c'est pas seulement le roman de Clarisse, mon roman, c'est le roman d'Ève et de Clarisse. Et donc c'est cela aussi qui m'intéressait, c'était le regard qu'elles ont l'une sur l'autre, et la façon dont on peut se tromper sur l'autre, la façon dont on ne sait pas finalement ce qui arrive à sa voisine, et comment on peut croire que quelqu'un est parfaitement heureux. Tout à l'heure, Marie-Josée, tu parlais de ces cris que tu as entendus dans cet immeuble. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Tu ne savais même pas à quel étage était cette femme, je suis sûre. On ne sait rien en fait. Voilà, donc et ça, c'est vraiment... et donc, mon personnage d'Ève, quand elle rencontre cette femme Clarisse, elle va voir en elle la rayonnante, la passionnée, la sensuelle, la sexuelle, et sans savoir ce qu'il y a derrière, et le découvrant seulement petit à petit et trop tard. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, pas du tout en fait. Non, mais comme on est pressé. Quand même pas mal, hein, quand même pas mal. Voilà. Mais merci, parce que ça donne furieusement envie de passer du temps avec elles deux. Alors maintenant, Michel. Mon texte sera court, très court. Je suis parfaitement incapable d'écrire sur les femmes. C'est tout. Avant toute chose, oui, je voulais dire que j'ai aussi une formation de comédienne, donc c'est la comédienne et l'écrivain qui va lire et jouer. Avant toute chose, je me situe. Je sais ce que c'est un viol. Je le sais. Je le sais dans ma chair. Je sais qu'être battue. Je l'ai vécu. Oui, je l'ai vécu. Je sais ce que c'est l'humiliation. J'en suis revenue. Et je sais me défendre. Je peux donner des coups. Je sais ce que c'est le statut économique minorisé. Je n'en ferai pas une dissertation. Mais je sais gérer le peu. Je sais ce que c'est qu'un regard condescendant. On ne me l'a fait pas. Maintenant, je cogne. Je sais ce que c'est qu'être une femme noire, issue d'un des pays les plus pauvres du monde. Et je dis, et alors? C'est comme ça et c'est pas autrement. Et alors? Essayez si vous y arrivez. La résilience est venue et elle a fait de moi une femme particulièrement solide et sereine. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, une des plus grandes violences que j'ai vécues en tant que femme fut peut-être symbolique. Un jour, dans un marché en Provence, dans ce pays-ci, un gentil monsieur, très gentil, m'a sorti. « C'est vrai que tu écris? Ah, que c'est mignon !» Mon
Montre-moi tes jolis contes. Jusqu'à maintenant, je suis sidérée et je crois que mes copines aussi. Ce monsieur était particulièrement, disons, limité. Mais malheureusement, il ne fut pas le seul, car souvent cette phrase m'a été dite. Tu peux me lire tes jolis contes? C'est vrai que tu as écrit, m'a-t-il dit. D'abord, pourquoi le tutoiement? Est-ce que moi je l'ai tutoyé? L'aurait-il fait si j'avais été un homme? Et pourquoi ce doute sur le fait que je puisse écrire? Est-ce que ça m'était interdit? Parce qu'alors quand ça s'est passé, j'étais une femme jeune, colorée et belle. Et je me souviens de mon père, malheureusement il avait raison, ça sera plus dur pour toi que pour les autres. Ce fut très dur. Donc il y avait pour moi un diktat tacite. J'étais un bel objet exotique. Sois belle et ferme ta gueule. Pardon, j'ai écrit « Sois belle et tais-toi ». Et comme on dit en malgache, ne joue pas les poules qui chantent. C'est au coq de chanter, pas aux poules. Montre-moi, m'avait-il dit en me tutoyant. Ouais. Du haut de sa suprématie, il daignait vouloir jeter un regard sur mes écrits de femme et éventuellement les corriger. Merci, chef. J'ai entendu. Mes jolis petits contes. Comme on dit, va te faire. Exit toute acceptation sur les analyses que je pouvais faire, avoir, sur les connaissances et savoirs politiques, sociologiques ou autres expériences et connaissances du terrain. Non, sois belle et tais-toi. Mon rôle désigné était conteuse de jolis contes pour enfants, pour les endormir. Do, do, bébé, oh, do, do, bébé. J'étais donc nounou. C'est très beau, une femme. C'est mignon, une femme. Ça, c'est endormir les enfants, une femme. Donc, je préfère ne pas faire de commentaires. Il y a des clichés qui survivent à tout. Et là, je vais être plus sérieuse. La formatisation des têtes est à la dent dure. Une femme est belle et elle ferme sa gueule. Pardon, elle se tait. Et l'image donnée à certaines ou certains est indestructible. Passons. Nous ne sommes pas là dans un discours militant, quoique. Et je ne suis pas là en train de dire femme, belle, solide et imagerie coloniale. C'est un autre débat. La prochaine fois, on le fera. Mais quand même, on est en face d'une architecture sociale, psychologique, économique, qui donne une place plus que congrue aux femmes. Nous n'existons pas. Il faut se battre tous les jours. Ensuite, ces femmes qui ont une place congrue sont plus que fragilisées. On nous fragilise. Et j'irai plus loin. Il y a une place qui est désignée pour les femmes, qui est la non-existence. On n'a pas le droit d'exister. On est le complément de l'homme. On est sorti d'une côte de l'homme. On doit élever les enfants qui après vous dire « Maman, maintenant tu dégages, nous on est grands ». Et qu'est-ce que tu fais? Direction les EHPAD. Même chez nous, il y en a. Tout est acceptable et on peut tout faire parce que nous sommes non existantes. Il n'y a pas d'existence. Si on est là aujourd'hui, c'est qu'on est en train de se battre pour avoir une existence. Et celle qui subit
a le devoir de se taire, car la dignité féminine, c'est de se garder très digne et se taire. Il n'y a que les grandes gueules mal élevées qui parlent. Ce qui me terrifie, c'est le consensus autour de cette question. Tout converge vers cette image de la femme qui est belle et se tait. La pire des choses est sûrement de les voiler de noir, mais entre nous soit dit, il y a aussi une autre réalité qui est aussi terrible, c'est de les réduire à être de beaux corps exploitables. Montre-moi tes seins, montre-moi ton ventre, montre-moi ce que tu peux. Suggère-là, t'es un bel objet. Et quand t'es vieille, t'es plus un objet, donc t'es plus exploitable. Dégage à l'hospice. Il y a un passage que je vais arrêter parce qu'il est un peu hors sujet. Et c'est là que la femme âgée, noire, est issue d'un des pays les plus pauvres du monde où le numérique n'existe quasiment pas est inquiète. Actuellement, tout fonctionne sur des algorithmes. Nous sommes les premières à ne pas exister. Mais après, quid de nos enfants? Quid de nos hommes? Quid du reste? Que réserve l'avenir aux femmes de ces pays-là, aux femmes de ce pays-ci? Quel est l'avenir qui est réservé? Et l'exclusion de tout, et surtout des droits humains les plus élémentaires. Excusez-moi, mais c'est la politique qui parle. Il y a là un processus qui permet toutes les dérives, vous en avez toutes dit, et il démarre avec les femmes. Merci. Merci beaucoup, Michel. Voilà. Ça passe par le politique aussi. Ça passe par le politique aussi, mais on s'entend. Je ne confonds pas politique et politicard. Pour moi, être politique, et je pense que je le suis, même si je ne fais... Enfin, si à un moment donné, j'ai fait partie de l'extrême gauche, en passe et des meilleurs, et je ne le suis plus dans un parti politique. Mais je pense que la démarche, c'est une démarche de réflexion. Et je suis quelqu'un qui produit peu, mais qui travaille comme une dingue. C'est-à-dire qu'un livre ne sort que s'il a été écrit ou réécrit au moins 6 ou 7 fois. Et chaque phrase compte. Chaque élément compte. Chaque réflexion compte. Et là, maintenant, depuis la retraite, avant, je ne pouvais pas, quoique j'ai toujours travaillé pour le livre, depuis la retraite, c'est mon truc. D'abord, lire, comprendre, essayer de comprendre, travailler jusqu'à trouver, et là je reviens à Marie-Jo, je suis une musicienne ratée. Jusqu'au moment où je trouve la musique du texte. Il faut qu'il y ait une musique. S'il n'y a pas une musique, ça ne passe pas. Parce qu'à la limite, pour moi, le texte, ce n'est pas ce que j'écris, c'est ce que l'autre entend. Sur cette belle parole, parce que je sais qu'il y a une rencontre à 20h et vous avez juste le temps, pour ceux qui veulent faire la deuxième rencontre, d'y aller. Voilà, merci pour votre écoute. Merci à toutes les 6 de nous avoir partagé ces textes et votre engagement. Et puis, voilà, on vous retrouve tout au long de ces 3 jours. Merci à vous. Et merci à la médiathèque de nous accueillir.